Boulay, je vous laisse la parole. Oui, merci François. Content de vous revoir. Évidemment, vous étiez présent, j'ai déposé un projet de loi. Je pense que le titre est assez révélateur, visant à protéger davantage la population en cas de grève ou de lockout. Évidemment, c'est issu de réflexions au cours des dernières années. Vous avez tous des exemples de conflits de travail où il y a eu des préjudices importants à la population et à l'égard desquels on a été souvent interpellés. Des familles qui avaient des enfants à besoins particuliers, des personnes à faible revenu qui ne pouvaient se rendre à l'hôpital, des familles endeuillées qui voyaient les dépouilles s'accumuler dans des frigidaires, des parents dont les enfants ne pouvaient pas bénéficier d'un moyen de transport pour aller à l'école. Il y a beaucoup d'exemples, alors que ce que le Code du travail prévoit, c'est un régime de maintien de services essentiels en cas de grève ou lockout qui s'applique dans certains secteurs qui ne sont pas concernés par notre projet de loi, et je pense plus particulièrement à la santé, les services sociaux et la fonction publique. Donc, ce qu'on fait essentiellement dans ce projet de loi-là, on crée un nouveau régime parallèle à celui concernant les services essentiels, donc un régime de services minimum à maintenir pour éviter que la population soit prise en otage. Évidemment, il y a un encadrement à l'intérieur de concepts qui nous permettent de respecter les décisions jurisprudentielles et, évidemment, le droit d'association des personnes et le droit de négocier des conventions collectives de travail. Mais nous n'avions aucun outil au Québec qui nous permettait d'intervenir. Évidemment, il y avait la loi spéciale, mais depuis l'arrêt Saskatchewan en 2015, rendu par la Cour suprême du Canada, c'était plus accessible. Donc, on a deux nouveaux outils, évidemment, qui sont exceptionnels, qui doivent être utilisés avec parcimonie, au cas par cas, en tenant compte des circonstances, de la durée, des impacts de chaque conflit, et qui vont nous permettre d'éliminer ou de contrôler les dommages que la population pourrait subir. Évidemment, l'objectif est de s'assurer que la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population ne soit pas affectée de manière disproportionnée. Ça, c'est eu égard au nouveau régime de maintien de services à maintenir. Et le deuxième outil, c'est quand il y a un préjudice grave ou irréparable à la population et que le ministre du Travail a utilisé ses services de conciliation-médiation et que c'est infructueux. À ce moment-là, les parties verraient leur dossier, ce qu'on appelle un différend. Un différend est un enjeu concernant le renouvellement d'une convention collective à un arbitre après, évidemment, consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Donc, c'est aussi simple que ça. Il y a aussi une harmonisation. Vous savez que dans les services publics, il y a un impératif d'envoyer un préavis de 16 jours avant l'exercice d'un droit de grève. Il n'y avait pas un tel préavis dans le cas d'un lockout. On s'est assuré d'harmoniser les dispositions pertinentes du Code du travail à cet égard-là. Sachez que ce qui m'a et nous a constamment guidés dans l'élaboration du projet de loi, c'est de maintenir un équilibre entre l'exercice du droit de grève et les répercussions des conflits de travail sur la population, notamment les personnes
en situation de vulnérabilité. Et je demeure convaincu que la mission fondamentale de l'État, c'est de protéger la population. C'est ce que nous venons faire avec ce projet de loi-là. Maintenant, évidemment, il y a les paramètres, là, la façon d'exercer les deux outils exceptionnels auxquels je viens de référence. Si vous avez des questions particulières, ça me fera plaisir d'y répondre. Mais à ceux qui peuvent avoir des commentaires, notamment les syndicats, je leur dis, c'est un projet de loi qui est juste, qui est équilibré, qui est approprié et qui permet de s'assurer que la grève, comme vous savez, c'est un moyen de pression d'un syndicat sur un employeur pour qu'il accepte des conditions de travail. Comme le lockout est un moyen de pression d'un employeur pour mettre de la pression sur un syndicat afin d'accepter des conditions de travail. Mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait un impératif de rétablir un certain équilibre à l'heure actuelle parce que les conflits de travail prenaient trop souvent et malheureusement la population en otage et particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité. Alors voilà, si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Merci, M. Boulay. On va passer à la période des questions en commençant avec Alain Laforêt, TVA. Juste une précision, M. Boulay. Je comprends bien, c'est l'arbitre qui va décréter les conditions de travail, là, une fois qu'on a passé le processus du tribunal du travail. C'est l'arbitre qui dirait « voici le contrat ». Oui, oui, tout à fait. C'est le processus d'arbitrage de différends qui est déjà dans le Code du travail. Ici, donc, on est vraiment dans un cas exceptionnel et c'est vraiment une solution de dernier recours, mais il y a une menace réelle ou appréhendée là, d'un préjudice grave ou irréparable. Et c'est ça le concept qui est important de retenir. Il y a un préjudice grave ou irréparable à la population et là, on a permis aux parties d'être accompagnés par un conciliateur, éventuellement un médiateur spécial, et ça ne marche pas. Et c'est dans ce contexte-là que le ministre du Travail pourrait déférer à un arbitre de différend qui, Alain, vous avez raison, il détermine le contenu de la convention collective de travail. C'est son mandat fondamental. Bon, vous comprenez que vous êtes en train de vous magasiner une guerre avec les syndicats. Est-ce que c'est une réponse à la grève de la FAE et à la grève à venir au CPE? Moi, je pense que c'est bien balisé. À ceux qui me disent, notamment, ça s'inspire de 107 du Code canadien du travail, je réponds, c'est un 107 balisé, avec des concepts. Est-ce que c'est une réponse à la grève qui s'est prolongée à la FAE? C'est circonstanciel. Mais c'est certain que si on me pose la question, est-ce qu'on est capable de documenter l'impact que pouvait avoir la grève sur les enfants à besoins particuliers? Je pense que le premier outil, qui est celui du régime de service à maintenir en cas de grève, aurait pu être utilisé. Donc, c'est en oui. ce qui concerne les CPE, comme je l'ai mentionné, c'est pas dans le périmètre. Tu sais, pour l'arbitrage, ça s'applique pas. Mais pour la FAE, c'est oui. Pour la FAE, c'est oui. Pour les CPE, le régime de maintien de service, il s'applique aussi pour les CPE. Merci. Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour. Je vais poursuivre là-dessus. À ce compte-là, ce qui fait peur un peu aux syndicats, c'est que vous allez pouvoir plaider que ça place les gens en situation de vulnérabilité dans à peu près chaque conflit. Tu sais, je veux dire, justement, la FAE, les CPE, on peut dire, bon, il y a des enfants vulnérables là-dedans qui peuvent être touchés. La grève, les moyens de pression du RTC avant le festival d'été, des gens vulnérables ne pouvaient pas se déplacer. Après ça, vous pouvez dire que, tu sais, dans tous les conflits, finalement, il y a probablement une personne en vulnérabilité qui est touchée. Tu sais, Post Canada, c'est pas Québec, là,
La Poste Canada, on peut dire, bien, des gens étaient pas en mesure de recevoir des documents importants qu'ils attendaient. Donc, vous pourriez vous en servir dans à peu près tout, là. D'où l'importance, Véronique, d'avoir des balises claires. Et le processus demeure totalement apolitique. Pour le nouveau régime de maintien de service, ça se fait par la voie d'un décret gouvernemental, mais c'est le tribunal administratif du travail qui est saisi à la demande d'une des parties du mandat de déterminer si les balises sont respectées. Et pour le maintien des services, on dit, c'est-à-dire les services minimalement requis pour permettre que la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population ne soit pas affectée de manière disproportionnée, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, si le gouvernement, même le gouvernement pourrait adopter un décret et le tribunal administratif du travail, qui est indépendant et impartial, pourrait décider que les critères prévus au projet de loi ne sont pas rencontrés. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est des outils exceptionnels. On n'a rien actuellement, sauf la loi spéciale. Donc, d'où la pertinence d'avoir un projet de loi qui s'intéresse aux besoins de la population, qui s'intéresse au fait que la population ne puisse être prise en otage. Puis oui, tout le monde ici dans la salle a eu des appels, a eu des discussions avec des personnes affectées par des conflits de travail sans être une personne syndiquée membre de l'unité de négociation. Donc, c'est le processus qui va nous permettre d'assurer de la totale objectivité des décisions rendues. Puis mon autre question, vous avez fait référence à 107, là, à moins que je me trompe, là. Monsieur McKinnon ne s'est pas contesté devant les tribunaux son intervention. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'auriez pas été mieux d'attendre, de voir s'il y a de la jurisprudence de ce côté-là? Mais Véronique, oui, je savais que c'est contesté devant les tribunaux. Ça va éventuellement aller jusqu'en Cour suprême du Canada. La décision peut être rendue dans quelques années, sinon plusieurs années. Mais 107, là, je ne donnerai pas d'opinion juridique, mais 107, allez lire le libellé de 107. Or, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est pas un 107. Notre projet de loi, c'est un 107 balisé. C'est un 107 approprié, équilibré, respectueux de l'état de la jurisprudence canadienne. Marc-André Gagnon, le Journal de Québec. Juste pour poursuivre là-dessus, donc ce que vous laissez entendre, là, vous dites, je ne veux pas donner d'avis juridique, mais c'est que 107, c'est pas suffisamment balisé, Monsieur le ministre? Bien, écoutez, c'est ce qu'on appelle sub iudice. C'est devant les tribunaux. Fait que c'est sûr que je n'émettrais pas d'opinion qui risquerait d'être reproduite ailleurs. Ce que je dis, c'est que 107 est libellé de façon plus générale, alors que notre projet de loi comporte des guides qui sont, selon nous, compatibles avec l'état de la jurisprudence. OK, merci pour la précision. Mais il reste que vous vous attaquez quand même à un levier qui est important là, pour les syndicats. Un des exemples qui est donné, c'est celui du conflit au RTC. Là. Il reste que ce conflit-là, avant le festival d'été, a été évité de justesse. Donc, compte tenu du fait que vous risquez de les priver d'un levier qui, dans ce cas-là, semble avoir fonctionné, je répète la question de mon collègue Laforêt, c'est pas une déclaration de guerre que vous venez de faire au syndicat? Non, absolument pas. D'ailleurs, je maintiens le dialogue avec les syndicats, puis un comité sur les libertés syndicales sous la supervision de l'Organisation internationale du travail qui reconnaît même le concept de service minimum à maintenir. Là, ici, Marc-André, là, c'est un projet de loi qui s'intéresse d'abord et avant tout au secteur où il n'y en a pas de service essentiel à maintenir. On n'est pas en santé, on n'est pas dans les services sociaux, on n'est pas dans la fonction publique, on est dans tout le reste. OK, mais Puis aussi,
les CPE puis les centres de services scolaires. Si on reste sur mon exemple des sociétés de transport, Ouais. historiquement, elles étaient assujetties à l'obligation de maintenir Ouais. des services essentiels en cas de grève. Puis c'est des changements que vous avez apportés en 2019, après l'arrêt Saskatchewan, je crois, qui ont fait en sorte que maintenant, c'est le tribunal qui doit